Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Avec Panache. Bonjour Gabriel, Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. comment vas-tu? Très bien et toi? Bon écoute, ça va et puis je me réjouis de retrouver notre public à qui nous avons sûrement beaucoup manqué en ce début d'été extrêmement chaud. J'en profite pour rappeler à toutes et à tous de s'abonner à notre magnifique émission sur notre chaîne YouTube et pourquoi pas, si la vidéo vous plaît, à mettre d'ores et déjà un petit like, un petit pouce levé afin de signifier votre approbation au travail absolument considérable que Gabriel et moi nous menons désormais depuis une petite dizaine d'émissions. Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à De ajouter partager. pour nos nombreux fans. Eh ben, je les salue. Ils croyaient être en vacances, mais non, on n'en finit jamais avec Panache. Et surtout, pour compléter ce que tu dis, qu'ils n'hésitent pas à diffuser de toutes les manières possibles la vidéo, Facebook, enfin tout, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Non, plus sérieusement, on est là donc aujourd'hui pour parler d'un sujet parfois difficile à appréhender et pourtant c'est une matière d'une importance considérable, comme on va essayer de le montrer et d'en débattre, c'est-à-dire de la démographie. Alors on prend un petit peu prétexte du dernier rapport World Population Prospect de l'ONU qui est paru il y a un peu plus d'une semaine et qui établissait deux choses. La première, c'était que d'ici au mois de novembre à peu près, la population mondiale devrait atteindre, pour la première fois évidemment de son histoire, les 8 milliards d'individus. Ce qui est quand même un total assez considérable si l'on pense à où est-ce qu'on en était il y a de ça seulement une cinquantaine d'années, où je crois qu'on était entre 4 et à environ 4 milliards, 4 milliards et demi. Et ensuite, deuxième petit fait un petit peu plus anecdotique, vu qu'il s'agit de la course à l'échalote pour la première place, le fait qu'à peu près à la même période, voire un ou deux mois après, l'Inde devrait supplanter la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde, avec une population aux alentours d'1,4 milliard. Donc voilà, donc ça c'est la Chine qui occupait donc cette première place depuis quasiment la nuit des temps, et l'Inde devrait passer devant. Pendant qu'en France, eh ben, écoutez, actuellement nous sommes toujours entre 67 et 68 millions d'habitants, ce qui, bon, bah, on est sous la barre des 1% de la population mondiale, ce qui évidemment n'a pas toujours été le cas, et ce sera, je pense, l'un des fils rouges de cette émission. Merci Raphaël pour cette présentation et bravo pour ta maîtrise du nom du rapport, le désormais très connu WPP, C'est World ça. Population Prospect. Je tiens à dire à notre public qu'on risque d'être un peu plus détendu que d'habitude, puisque nous sommes aussi affectés par les chaleurs estivales et les relâchements inévitables que cela occasionne. Non, je te propose effectivement, comme c'est un très vaste sujet, qu'on suive une ligne géographique, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par la France. Ce qui est très frappant par rapport à toutes ces évolutions, comment dire, non pas inimaginables, mais littéralement historiques, parce que la population mondiale a été globalement stable durant des siècles, voire des millénaires, et en un siècle, 1 ou 2 milliards en 1900, mais on a multiplié par 8 ou par 10 la population mondiale, ce qui ne s'est jamais vu. Et on voit que l'explosion démographique continue. Concernant l'Europe, c'est assez, comment dirais-je, c'est un fait historique majeur dans l'Europe pour la France, parce que en 1900, la population européenne était la principale population au monde, la région la plus peuplée du monde. Et pour prendre un exemple très simple, ce qui est, en partie explique, en partie seulement l'expansion coloniale et la diffusion de la culture européenne, je crois que c'était un missionnaire sur deux. Donc les missionnaires, c'était les envoyés de l'Église pour aller évangéliser, alphabétiser, etc., le monde entier, étaient français. Voilà, en 1900. Donc, un religieux sur deux à l'étranger, hors de son pays, expatrié, était français. Ce qui explique énormément de la diffusion de la culture française, au-delà même de la colonisation militaire et économique de l'Afrique et de l'Asie notamment.
Aujourd'hui, et tu l'as très bien rappelé, nous sommes, nous, stables à 67 millions depuis plusieurs décennies. L'Europe est aux alentours de… Enfin, on croit, mais on croit de manière… depuis la fin du baby-boom, on s'est stabilisé. Et aujourd'hui, l'Europe est minoritaire en termes démographiques, mais archi-minoritaire dans le monde, et la France encore plus. Nous sommes passés de Gulliver à Lilliputien démographique. Et c'est un sujet qui est assez intéressant, puisque au-delà de toute l'histoire du XXe siècle, qui est en fait l'histoire du point de vue européen de la réduction de l'influence européenne dans le monde, on parle assez peu du facteur démographique, mais je pense que le sentiment de minorité et de rétrécissement des Européens et des Français tient en partie à cela. C'est-à-dire qu'ils découvrent progressivement, il faut du temps pour prendre conscience de ça, qu'ils ne sont vraiment plus qu'une goutte d'eau démographique dans le vaste monde, et que si demain tout le monde parlera anglais, plus personne n'aura forcément les références que les Européens étaient habitués à avoir et à retrouver dans le monde quand ils voyageaient. Ça peut paraître tout bête, mais je pense que le côté village d'Astérix, si bien représenté par Uderzo et Goscinny, là, les Européens et notamment les Français se le prennent en pleine figure. Et a fortiori, nous sommes des populations vieillissantes. Voilà. Donc, je pense que ça joue énormément sur la mentalité et la psychologie collective. Oui, alors je suis assez d'accord avec ça. Pour rebondir avec ce que tu disais par rapport aux chiffres de 1900, je les ai sous les yeux, donc c'est assez facile pour moi de rebondir là-dessus. En 1900, la population européenne correspondait à environ un quart de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10%. Et je trouve que ce chiffre d'un quart de la population mondiale en 1900 ne reflète pas exactement tout dès lors que l'on parle de ce référent culturel européen qu'on avait, parce qu'en 1900, on avait déjà une large part de la population européenne qui avait émigré en Amérique du Nord, donc aux États-Unis ou au Canada à un degré moindre, en Amérique du Sud également, je pense notamment à l'Argentine par exemple, ou en Australie. Donc en réalité, la population culturellement européenne, parce que la culture américaine ne s'était pas encore totalement, était beaucoup moins séparée de la culture européenne que ce qu'elle a pu être ensuite. Il n'y avait pas encore réellement de culture américaine propre. Idem pour l'Australie, idem pour l'Amérique du Sud. Le bain culturel européen était beaucoup plus important à l'époque que ce qu'il était maintenant, où nous sommes, je l'ai dit, on est à peu près 9, nous les Européens, à peu près 9% de la population mondiale. Et quand on dit 9% de la population mondiale, c'est l'Europe, incluant par exemple la Russie, qui, sous certains aspects, peut-on parler de la Russie en tant que pays européen? Bon, on ne va pas refaire l'émission sur la Russie qu'on avait fait il y a quelque temps, mais enfin sur la guerre en Ukraine, mais ça pose évidemment la question du poids réel de l'Europe par rapport à la place qu'elle entend avoir dans les affaires du monde. La France, je l'ai dit, c'est moins de 1% de la population mondiale. C'est un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pour être tout à fait précis dans les termes, idem, c'est une population comparable à celle de la France, je crois légèrement inférieure, mais bon, ça compte pas. Et de la même façon, c'est un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, à côté de ça, on a la Chine qui, elle, pèse quand même beaucoup plus dans le poids du monde. Elle a aussi un siège de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'à l'ONU, que tu fasses 1% de la population mondiale ou que tu fasses entre 10 et 15%, ça revient au même dans ce rapport de force, qui permet aux Européens, à l'heure actuelle, et plus largement au camp occidental, à l'heure actuelle, de conserver, mais pour combien de temps, c'est une autre question, cette forme de magistère moralo-culturel sur les affaires du monde. Mais à ceci s'ajoute, et c'est un sujet que je pense va occuper une bonne part de nos débats, ce vieillissement de la population européenne. Ce vieillissement, il a
plusieurs causes qui ont déjà été largement analysées et débattues par beaucoup d'autres que nous avant nous. Je me permettrai d'en identifier deux principales. La première, c'est l'allongement de l'espérance de vie et la deuxième, c'est la baisse de la natalité. Quand on met ces deux facteurs l'un à côté de l'autre, forcément, on aboutit à des générations qui sont moins nombreuses au fur et à mesure. Hein. Les baby-boomers dont tu as parlé à un moment dans ta prise de parole, c'est grosso modo les années 45 jusqu'à 60-65 à peu près. Et c'est la génération la plus nombreuse de l'histoire de France. Les générations suivantes ont toutes été plus courtes. Et de l'autre côté, cet allongement de l'espérance de vie fait que on vit de plus en plus longtemps et on est vieux de plus en plus longtemps. Donc, si on est vieux de plus en plus longtemps, forcément, la part de vieux, de vieillards parmi la population, de vieillards et donc également de retraités, ce qui pose d'autres problèmes et des enjeux cette fois-ci économiques, ne fait que croître et au détriment proportionnellement de celle des actifs. Alors, beaucoup de choses. Ta corrélation entre l'ONU et la part de la population européenne dans la population mondiale est assez intéressante, je trouve, parce que moi, j'ai commencé en parlant de l'effet psychologique, sur la psychologie collective, de cette prise de conscience, ou en tout cas de cette intuition d'un rétrécissement qui va de pair avec un vieillissement. Ça, ce sont des facteurs, ce sont des faits et des facteurs qui, à mon avis, pèsent lourdement sur nos psychologies, sur nos comportements électoraux. Là, pour le coup, il y a peut-être un inconscient des foules qui serait quasiment une sorte d'intuition de la démographie, mais là, c'est une pure hypothèse personnelle. Pour revenir à ce que tu disais justement sur cette corrélation entre part dans la population mondiale et siège au Conseil de sécurité de l'ONU, on ne peut, et en même temps, pour faire le lien avec le sujet de la mission, ce que révèlent ces évolutions historiques, voire même ces révolutions profondes, c'est que c'est la part de la démographie dans tout ce qui détermine l'éthos. Tu parlais du magistère moralo-culturel, tout ce qui détermine l'éthos, le comportement à la fois des individus et des foules. On est dans une zone démocratique, on va dire, où la démocratie est le référentiel, le plus petit dénominateur commun de ce qu'on va appeler l'Occident pour aller vite. Et la démocratie, c'est quand même, au bout d'un moment, il y a les idées, il y a les passions, il y a les convictions, il y a tout ça, mais aussi c'est la loi du nombre. À la fin, un résultat électoral, c'est quand même des voix qui correspondent à des individus. Et je pense que tu vois, et j'espère que le public voit le lien que je fais avec la démographie. C'est-à-dire que, par analogie, de la démocratie à la démographie, on voit qu'au bout d'un moment, le nombre finit par l'emporter. Alors, le nombre n'est pas neutre, hein, ce n'est pas des chiffres homogènes, mais malgré tout, à la fin des fins, 1 égale 1 pour le compte du pouvoir. Voilà. Et il y a, si tu veux, l'Europe est, à mon avis, et la France notamment, on a tous les privilèges d'un gros, militaire, économique, démographique, sauf qu'on est en train de devenir de plus en plus petit. Si bien que le privilège qui semblait légitime au regard de notre poids est en train de devenir non plus une sorte de légitimité démocratique à parler dans les affaires du monde, mais une sorte de privilège aristocratique, c'est-à-dire littéralement une minorité statistique dont le poids relatif ne justifie plus les pouvoirs qui lui sont conférés. Et je ferai le lien, comme j'aime bien, je ferai le lien avec le fameux texte de Freud dans Une difficulté de la psychanalyse où il parle des 3 blessures narcissiques. La blessure géocentrique, la blessure biologique et enfin la blessure psychologique. Donc ça correspond à la révolution copernicienne, à Darwin et à Freud. Et je pense que pour filer la jolie métaphore de Freud, on pourrait parler de la 4e blessure qui serait la blessure démographique. D'une certaine manière, tous nos êtres, il y a quand même une corrélation. Je pars, pour être très clair au public, hein, j'espère ne pas trop vous perdre, mais je pense une continuité entre la nature et la culture. On ne peut pas totalement distinguer nos pouvoirs symboliques, nos pouvoirs politiques de notre poids physique, c'est-à-dire démographique. Voilà. Et à cela s'ajoute une deuxième chose qui est à mon avis très importante dans ce que tu disais, le vieillissement. Non seulement nous sommes minoritaires en nombre,
ce qui enlève la légitimité implicite ou inconsciente à nos privilèges politiques. Et en plus, nous sommes de moins en moins productifs parce que nous sommes de plus en plus vieux. Donc, nous sommes devenus des nations de consommateurs et non plus des nations de producteurs. Et on voit l'omniprésence de la démographie, je pense, dans tous les secteurs de la vie humaine. Pour produire, il faut des bras, et pour avoir des bras, il faut d'une manière ou d'une autre une certaine jeunesse de la population. Voilà. Et on a beau vouloir importer toute l'immigration de travail qu'on veut, cela ne compense pas statistiquement la démographie interne, c'est-à-dire les naissances. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop large. Je résume vraiment à ce que j'ai dit. D'une part, je pense que la disproportion entre notre poids démographique et nos privilèges politiques et moraux devient trop grande pour continuer à justifier ces privilèges, d'où un sentiment de fragilité, la blessure démographique, et un sentiment de fragilité d'amour-propre. On est quand même dans des combats un petit peu animaux, hein. Je veux dire, si on commence à perdre confiance en nous, ça se sent. Et on est dans des rapports de force aujourd'hui, ça se voit très clairement dans les affaires du monde. Et d'autre part, le vieillissement qui fait que nous perdons notre poids dans la production. Et c'est là où, d'une certaine manière, tu parlais des gens qui avaient longuement documenté et analysé. L'exemple du Japon est intéressant puisque le Japon est celui qui a précocement, par rapport aux pays occidentaux, entamé le blanchissement de sa population. La robotisation permet des gains de productivité et d'efficacité énormes, mais ne compense pas le poids du travail humain, ne compense pas encore le poids du travail humain. Donc, d'une certaine manière, des usines composées de machines ne suffiront pas, à mon avis, à compenser le milliard indien ou le milliard ou les centaines de millions pakistanais de demain. Alors, beaucoup de choses sur lesquelles rebondir. Dans l'ordre, premièrement sur le vieillissement de la population et le fait qu'au bout d'un moment, en termes démocratiques, 1 égale 1. Ça revient aux discussions, aux échanges qu'on avait pu avoir de notre émission consacrée à la présidentielle, selon lequel le président Macron avait été élu principalement par les retraités et donc par les membres non productifs qui ont choisi finalement le candidat de la stabilité par rapport aux aventures entre guillemets qui auraient pu être proposées par Mélenchon ou par Le Pen. Donc là-dessus, on est vraiment dans ce que tu disais et dans le choix de la reconduction d'un même système duquel cette population vieillissante va tirer entre guillemets une manne. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle, ça c'était juste une observation, la deuxième chose sur laquelle j'aurais envie de rebondir, c'est ce que tu disais, cette perception du sentiment de fragilité vis-à-vis de ce privilège qui nous avait été accordé en vertu d'une époque où nous étions plus nombreux. Et nous étions plus nombreux également parce que nous étions, nous les Occidentaux, plus largement répartis, parce qu'il y avait encore des empires coloniaux à l'époque où c'est décidé qui avait les sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y avait un très grand empire colonial britannique avec les Indes notamment, toute une partie de l'Afrique. Voilà. La France avait encore l'Indochine à l'époque, avait de larges pans africains qui étaient beaucoup moins peuplés que ne l'était l'Afrique britannique, mais qui correspondait à des parts de territoire. Là, on est vraiment dans les superficies et plus dans les démographies très, très importantes. Et ce privilège qui semble devenir de plus en plus fragile et de plus en plus illégitime, tu as parlé d'aristocratie, mais pour moi, c'est tout à fait approprié. C'est-à-dire que c'est un privilège de naissance. Nous avons ce privilège parce que nos ancêtres ont fait, à une époque, étaient très nombreux. Et dans la conscience que nous avons de cette fragilité, moi, j'aimerais renverser le point de vue, comme tu avais commencé à l'esquisser, c'est-à-dire que les autres pays et les autres peuples, eux aussi ont conscience de la fragilité de ces privilèges diplomatiques et de rapports de puissance qui sont accordés encore pour un moment aux pays d'Europe occidentale. Mais je pense qu'au bout d'un moment, la question pourra se poser aussi vis-à-vis des États-Unis, même si eux conservent encore une force de frappe économique, une technologie guerrière et malgré tout une masse démographique plus importante que l'Europe. Mais là encore, il y a une prise de conscience. On le voit notamment avec l'émergence des BRICS, qui sont une forme de contre-G7 et qui sont encore en train de… là, on reparle pas mal des BRICS à la faveur de l'isolement de la Russie sur la scène internationale pour constater que par rapport
à la quantité de population, finalement, les pays qui ont directement condamné la Russie et qui se sont opposés à elle ne représentent finalement pas grand-chose du tout en termes démographiques. Enfin, j'aimerais rebondir sur quelque chose d'autre qui était le magistère culturelo-moral de l'Europe, ou principalement de l'Europe occidentale même, parce que, quoi qu'on en dise, les Slovaques ou les Lettons ne sont pas pour grand-chose là-dedans et donc ne sentent pas forcément ce déclassement progressif. Pour y mettre un bémol, parce que j'ai commencé à en parler vis-à-vis des États-Unis et quand j'ai mentionné le G7, il y a certes d'un côté ce qu'on appelle l'Europe, la vieille Europe, mais celle-ci se retrouve plus largement dans le champ du camp occidental. Il y a l'Europe et il y a l'Occident. Et d'ailleurs, tous les pays d'Europe ne sont pas forcément des pays occidentaux. C'est là qu'il y a une petite spécificité. Et malgré cela, malgré l'effritement du magistère européen, je dirais que conserve malgré tout une grande force d'attraction de l'American Way of Life, du mode de vie américain. Alors pas partout, hein, parce que le monde est traversé par des courants spirituels et différents, mais dont certains sont plus rigoristes. Malgré tout, ce mode fondé sur la consommation, sur l'individualisme, en grossissant le trait, voilà, pose un autre problème dès lors qu'on est dans une expansion démographique importante. Hein. Les projections à l'horizon 2050 en termes de population mondiale prévoient qu'on ne restera pas très longtemps à 8 millions et qu'on devrait augmenter pour atteindre sans doute pour s'approcher de la dizaine de milliards. Oui, j'ai dit millions, c'était milliards, je précise, je corrige, pardon. Et peut-être à l'horizon 2100, on ne sait pas, parce que là, beaucoup de choses peuvent se passer, mais on serait entre 9 et 12 milliards en 2100. Ce qui pose un problème essentiel. On ne peut pas être une dizaine de milliards et tous vivre selon le mode de vie américain. Parce que il y a un nombre de ressources, enfin une quantité de ressources naturelles limitées. On le voit actuellement avec, on a parlé en tout début d'émission des fortes chaleurs. Alors on ne va pas rentrer dans un grand débat sur le climat, sur l'environnement, etc. Mais le mode de vie américain tel qu'il a été promu, notamment par le soft power, par Hollywood, par tout ça, est quand même fortement énergivore. On se souvient de la phrase de George Bush père au moment des premières conférences sur le climat, quand la question a commencé à agiter les hautes sphères politiques, qui disait que le mode de vie américain n'était pas négociable. Et ce mode de vie repose essentiellement sur la croissance et l'exploitation des ressources. Or, le rêve d'une croissance infinie dans un monde fini amène nécessairement à quelques interrogations qui me semblent parfaitement légitimes. D'où cette idée que finalement, parce que la question sous-jacente à l'explosion démographique, c'est quelle est la population maximale que la Terre peut contenir. Et ben, si on est dans une exploitation, on le voit maintenant, 10 milliards d'individus, c'est 10 milliards de smartphones renouvelés tous les 2-3 ans. Dans quelle mesure est-ce tenable pour l'exploitation? Et puis, je ne parle même pas des voitures individuelles que pour des raisons économiques, tout le monde est loin de pouvoir se payer sur la Terre, mais auxquelles aspirent beaucoup de gens. Je ne parle pas, si tout le monde se met à voyager en avion, des émissions de kérosène, on est dans quelque chose d'absolument irréaliste à ce niveau-là. Évidemment que la question démographique nous amène à la question écologique. Mais avant d'y aller, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un travers, c'est de tout écologiser comme si le reste n'existait pas. Alors que quand on dit que l'écologie, c'est tout, à ce moment-là, reprenons les sujets classiques, parce que finalement, ça fait parler d'écologie aussi. Inversons le point de vue, comme tu disais. Face à un constat qui est très clair, il y a la fameuse question qui nous arrive de Lénine et de Tchernyshevski, que faire? Bon. On pourrait penser deux attitudes. Voilà. L'attitude spontanée des populations vieillissantes et se sentant de plus en plus minoritaires, c'est une forme de conservatisme au sens neutre du terme, c'est-à-dire conserver l'existant, d'où par exemple le vote Macron par les retraités. C'est ce qu'on a, on est sûr de ce qu'on a et on n'est pas sûr de ce qu'on peut avoir au futur, donc on s'accroche à ce qu'on a. Bon. Une forme de conservatisme défensif. Défensif, un conservatisme anthropologique. On mène à zéro, on met deux lignes de défense et voilà. On met le bus devant le but et bon, voilà. On est en défense, effectivement, on est sur la défensive. C'est à la fois humainement, psychologiquement très compréhensible, et c'est ce que tout le monde fait spontanément pour la survie, et en même temps,
c'est assez risqué parce que les minorités qui s'en sortent sont les minorités offensives et non pas les minorités défensives. Bon. Et ce que j'observe, c'est d'une manière générale, que ce soit Le Pen, Macron, Mélenchon, qui tu veux, c'est que les dirigeants politiques ont très peu pensé cette question. Et on est très peu préparé. Donc, avant de dire que faire, je n'ai pas la solution magique, mais au moins je constate que ça, on est très peu préparé. Les seuls à parler de démographie d'une certaine manière, c'était soit l'extrême droite qui parlait du remplacement des populations judéo-chrétiennes blanches de peau par les populations africaines. Bon, c'est une vision assez rétrécie quand même du sujet par rapport à tous les thèmes qu'on apporte, ou les écologistes un petit peu décroissantistes qui étaient en fait des néo-malthusiens. Et je voulais parler un petit peu de Malthus, d'ailleurs ceux qui pensent que la seule solution à la crise écologique, c'est la diminution du nombre de naissances. Et d'ailleurs, on voit des courants, tu parlais, c'est vrai que ça traverse tout, on voit des courants sociétaux dans tous les articles dits de société dans les journaux, tous ces jeunes gens qui ne veulent plus faire d'enfants par peur de l'avenir, parce qu'ils ne veulent pas léguer cette planète à ses enfants, parce qu'ils considèrent que c'est même une faute morale de faire des enfants. On voit véritablement cette mentalité défensive qui touche énormément, qui accroît la baisse mécanique et structurelle de la natalité chez les jeunes générations. D'ailleurs, je pense qu'en réalité, maintenant, le premier enfant n'est plus 27 ou 28 ans, mais quasiment 31 ou 32 ans chez les populations urbaines d'Europe. Bon. Tout ça redonne. Voilà. Je reviens à mon idée centrale. Que faire? Déjà, il serait peut-être intelligent d'avoir une diplomatie, d'avoir la diplomatie de sa démographie. Et d'une manière générale, d'avoir la politique de sa démographie. Peut-être qu'il faudrait que la démographie et les choix que nous faisons soient des critères déterminants de notre action. On le voit aujourd'hui avec les sanctions contre la Russie. Sanctionner notre principal fournisseur de gaz et de pétrole alors que nous sommes dans une situation démographique déclinante pose question. Je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre Poutine, je dis simplement qu'on sent bien que se priver de l'énergie ou rendre notre accès à l'énergie plus difficile alors même que nous n'avons plus une population débordante devient de plus en plus difficile. Bon. D'autre part, on peut regretter, et ça je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, qu'on soit en France trop occidentalo-centré et qu'on parle trop peu finalement des vrais sujets, des vrais pays qui grossissent, que ce soit le Nigeria, le Pakistan, l'Inde ou la Chine, et peut-être qu'il serait parfois préférable que nous parlions plus d'une alliance entre Paris et New Delhi ou Mumbai plutôt que Berlin. Voilà. Je n'ai rien contre les Allemands, mais je veux dire par là que nous prenons conscience que l'euro est une monnaie importante du fait de l'économie européenne, mais le reste du monde parle dollar. Voilà. Quelles sont les réserves de dollars de la Banque de France? Quelles sont les réserves d'or de la Banque de France? Alors, je sais que tout ça supposerait des changements par rapport au traité européen, mais je parle d'une manière, j'essaye de dépasser le cadre de pensée habituel pour dire nous devons, c'est la formule, je pense, clé, avoir la politique de notre démographie. Si nous devons être une minorité agissante, quid de l'investissement dans l'armée? Parce que, à l'image des Suisses, qui est à mon avis un très bon exemple, une minorité agissante, pardon, une minorité à l'offensive est une minorité qui a une structure militaire suffisante pour compenser son état de minorité. Alors, on a la bombe, c'est une chose, mais l'idée, c'est de ne jamais l'utiliser. Donc, il faut autre chose. On redécouvre aujourd'hui ce qu'on appelle des armées à l'ancienne, quoi, avec des chars, etc. C'est pour ça que déjà, il faudrait prendre conscience collectivement de cela. Et d'autre part, et c'est ce qu'on voit un petit peu, y compris dans la Russie de Poutine, et c'est un vrai sujet, quid d'une politique nataliste? Parce Ah, qu'on mais n'atteindra ça, jamais, on n'atteindra jamais, je termine juste, on n'atteindra jamais le niveau des gros démographiques, mais en tout cas, on n'est pas obligé de se résigner au déclin de la population. Voilà, donc je ne veux pas faire horizon 100 millions de Français, ça n'aurait pas de sens, mais de dire plutôt la bataille du 2,1 enfants par femme, donc c'est le seuil statistique de renouvellement de la population. On a fait des choix ces dernières années qui sont typiques. En fait, moi-même, j'ai pris conscience de ça tardivement, donc je ne prétends pas au génie, hein, mais depuis 20 ans, nos choix politiques, nos choix fiscaux sont quand même des choix d'une population déclinante qui s'est résignée à son déclin démographique. Et ça révèle à quel point la démographie est une sorte d'inconscient collectif très puissant, je pense. Je prends un sujet qui peut sembler bizarre aux gens parce que anecdotique par rapport à la nature des enjeux dont on parle, mais pourtant c'est très lié à mon avis. Quand François Hollande était président, il a décidé
conditionner, comme pour les bourses à l'université, de conditionner aux revenus les aides, les allocations familiales, qui avant étaient dites universelles, c'est-à-dire indépendamment. Mais Grave erreur. oui, enfin non, mais c'est très discutable, ne serait-ce que parce que les parents soient riches ou pauvres, ce qui compte, c'est qu'il y ait des bébés. Mmh. Il faut remplir les maternités. Tu vois ce que je veux dire? On retrouve une mentalité, mais c'est un petit peu le fil rouge de nos dernières émissions. D'ailleurs, c'était en partie aussi sur la première, sur qu'est-ce que enfin, l'une des premières, qu'est-ce que la droite. On redécouvre que la politique est faite d'autre chose que ce qu'on pensait, que nos habitudes de penser. Si tu dis aujourd'hui aux dirigeants politiques, nous devons avoir la politique de notre démographie, ils te regardent en te disant de quoi me parlez-vous? Tu parles une langue étrangère. Ils ne pensent plus ça. Ou alors, ils ont l'impression que tu leur parles d'immigration. Alors, je ne parle pas du tout d'immigration. Quand je parle d'une politique nataliste, c'est que je prends le stock de Français et l'idée, c'est de l'augmenter par une politique incitative. Alors, on a un État-providence en France qui, traditionnellement, avec les crèches, etc., permettait une certaine résistance. On voit maintenant qu'on a plongé sous les 2,1 de manière durable. Il faudrait peut-être, voilà, que faire? Avoir des objectifs très clairs et très simples, regagner la bataille du 2,1 et avoir une diplomatie de notre démographie. Je suis très étonné, par exemple, que nous n'encouragions pas l'apprentissage de langues des futurs gros pays, par exemple l'indien, le chinois, mais on ne pense la Chine qu'à travers la puissance économique et pas à travers la puissance démographique. Voilà, tu vois, des choses toutes simples, hein, que ce soit notre politique des langues à l'école, notre fiscalité des allocations familiales, enfin notre fiscalité, nos conditions d'attribution des allocations familiales. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait faire en fonction de ce critère démographique. Alors, pas mal de choses pour te répondre. Et je pense que les sujets vont un petit peu s'entremêler. Au niveau des politiques et des positions proposées par les différents courants, donc tu as mentionné les courants écologistes, etc., et le point de vue d'extrême droite. Et ensuite, tu as parlé de ce que de ce qu'avait fait la Russie en termes de relance de la démographie. C'est quelque chose aussi, et ça a fait beaucoup parler, et ça fait toujours beaucoup parler, parce que dès que ce monsieur fait quelque chose, ça fait parler. C'est quelque chose qui s'est fait en Hongrie beaucoup, de manière récente. C'est-à-dire qu'il y a Viktor Orban, donc le maître de la Hongrie, qui a décidé de lancer une grande politique nataliste. Euh, comment dire? Parce qu'il faut savoir que les pays d'Europe de l'Est, qu'on a brièvement mentionné en début d'émission, ont une démographie quasiment encore plus à l'arrêt que les pays d'Europe de l'Ouest. Et pour parler des pays d'Europe de l'Ouest, tu as dit qu'en France, on était passé sous le seuil des 2,1 qui était le seuil de renouvellement des générations avec un accroissement léger. C'est vrai, pour autant, on reste parmi les pays de l'Union européenne, donc de l'Occident, un des pays avec le plus fort taux d'accroissement naturel. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'était le cas il y a 4-5 ans, il faudrait vérifier maintenant, qu'à l'époque, seule l'Irlande avait un taux d'accroissement naturel supérieur à celui de la France en Europe. Pour des raisons religieuses, surtout. Oui, après, comment dire, certes, il y a le poids de la religion, mais il y a d'autres pays qui sont très religieux en Europe et où il n'y a pas ce taux d'accroissement naturel. J'ajoute qu'il y a une autre chose pour permettre ce renouvellement. Tu as parlé de la théorie d'extrême droite du grand remplacement, mais moi, je ne vais pas parler d'une théorie, je vais parler de faits. Quand Angela Merkel, en 2015, au moment de la crise des réfugiés, fait venir 1 million de réfugiés, de migrants, c'est à la fois pour faire un coup de communication et montrer son bon cœur et faire de la triangulation vis-à-vis de son allié du SPD, voilà, en reprenant à son compte et contre même ce qu'elle avait déclaré dans les campagnes électorales précédentes. Mais c'est aussi pour avoir des forces vives sur le marché du travail pour remplacer une population allemande très très vieillissante et plus vieillissante encore que la population française. Et tout ceci vient, et là on n'est pas non plus dans l'extrême droite, dans un rapport de l'ONU publié au début des années 2000 pour viser à la facilitation des migrations de remplacement vers l'Occident. On sait aujourd'hui que si
la démographie française semble encore se maintenir à un niveau supérieur à celui de beaucoup des populations des autres pays d'Europe, c'est en grande partie aussi par rapport, enfin, grâce à l'apport des populations d'origine immigrée qui n'ont pas le faible taux d'accroissement naturel qu'on peut avoir quand on est berrichon, breton ou stéphanois. Il y a malgré tout un dynamisme des populations d'origine immigrée qui est visible à peu près à comment dire, grâce, et c'est ce qui avait fait beaucoup parler quand Jérôme Fourquet avait sorti son livre L'archipel français, la part croissante des prénoms étrangers, et en l'occurrence c'était les prénoms de culture musulmane, dans les registres d'état civil, où on est passé de 1% dans les années 70 à, je crois que c'était 17-18% en 2018. Donc on a cette forme d'accroissement qui maintient à la démographie française, en l'occurrence, la tête hors de l'eau. Ensuite, sur cette question de la baisse de la natalité en Europe, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que, évidemment, le courant féministe a pu jouer un rôle là-dedans grâce à certains combats parfaitement légitimes comme celui de l'IVG qui a quand même stoppé un certain nombre de grossesses non désirées qui posaient ensuite des questions sanitaires et de grande précarité ensuite, voilà, mais aussi par une sorte de dévalorisation de la grossesse dans une certaine part de la presse et des médias. Qui est contrebalancé par comment dire, dans une autre part, toujours une mystique autour de la grossesse, etc. Je ne dis pas du tout qu'il y a une propagande anti-grossesse, mais je dis qu'il y a des courants contraires qui existent et qui n'existaient pas, par exemple, il y a de ça 50 ou 60 ans. Et s'ajoute à cela, je pense, de plus en plus, et ça c'est un courant qui touche aussi bien les hommes que les femmes, un individualisme croissant où l'on ne s'attache pas à, comment dire, à créer une famille et l'on préfère vivre sa vie éternellement comme une forme d'adolescent jouisseur. Ce qui, pour moi, pose un problème qui va être mis en perspective avec ce que tu disais vis-à-vis de ces gens qui ne voulaient pas faire d'enfants pour sauver la planète. Voilà. La grande question, c'est quand ces gens qui ne veulent pas faire d'enfants pour sauver la planète vont se retrouver à 85, 90, 95 ans et qui ne seront plus autonomes, qui va s'occuper d'eux dans les EHPAD et les maisons de retraite? Est-ce que c'est les enfants des autres, ou en l'occurrence les petits-enfants des autres? Est-ce que c'est, et là on rejoindrait la théorie d'extrême droite ou l'action de Madame Merkel, une main-d'œuvre étrangère venue sur place pour s'occuper tranquillement du vieillissement des populations occidentales et les accompagner vers une mort douce et sans douleur? Je m'interroge un petit peu sur la pérennité possible de ce genre de position une fois qu'on est confronté au problème dit du grand âge. Voilà, c'était un petit peu deux points que je souhaitais soulever à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette position en apparence altruiste du je ne veux pas faire d'enfant est en réalité une position aussi individualiste où on ne veut pas s'encombrer d'un enfant pour pouvoir vivre sa vie, qui va retrouver sa contradiction au moment de la fin de vie où l'on mourra seul et d'une manière beaucoup moins heureuse que que l'on meurt entouré des siens, ce qui était la norme dans les siècles précédents. On l'a vu aussi avec les modèles familiaux ont énormément changé en Occident à la faveur d'une part de l'industrialisation, donc tout au long du 19e siècle, ce modèle de la famille qui vit dans une maison, le modèle paysan a totalement disparu, et c'est doublé d'une atomisation culturelle également qui rend logique cette baisse de la démographie finalement et cette baisse de la natalité. Beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer, puisque je voulais également parler du rapport à la vie et à la mort, et donc finalement la grossesse, le grand âge et tout ça. À mon avis, la cause première, comme toujours, c'est la dérégulation du désir.
Et sous sa forme contemporaine, c'est cette sortie ratée de la religion des sociétés occidentales. Je m'explique. On a voulu l'émancipation individuelle avec des bienfaits objectifs. Le problème, c'est que de l'individualisme à la désocialisation et à l'anomie, c'est-à-dire à l'expression du nihilisme, du désir sans limite, il n'y a qu'un pas. Et il est difficile de séculariser une société tout en continuant à réguler sur des bases séculières, sur des bases non religieuses, les désirs. La loi ne suffit pas. La loi, c'est qu'a posteriori. Là, on parle de contrôle a priori, c'est-à-dire de contrôle moraux. Et on est véritablement dans ce que Durkheim appelait, tu sais, l'anomie, c'est-à-dire, on le voit très très bien, pour résumer, puisque tout ce que tu as dit, on pourrait le multiplier à l'infini, c'est-à-dire la transvaluation. L'individualisme devient un altruisme, ce qui est contradictoire. Et tout est contradictoire aujourd'hui du fait de cette dégénérescence de l'individualisme en anomie, ce qui en la cause profonde étant du fait de ce désir qui a symboliquement, mais la symbolique est essentielle puisque c'est des images qui contrôlent nos désirs, qui a symboliquement délégitimé tout contrôle du désir. Voilà, parce qu'on pourrait faire le coup classique, mais peut-être que c'est trop facile, mais pourtant ça marche à chaque fois, pour avoir le privilège moral et se donner la belle figure de l'homme moral, de l'individu moral en disant je ne ferai pas d'enfant pour ne pas léguer une planète sale et une vie sale à cet enfant, il faut néanmoins être en vie soi-même. Donc ça paraît con, mais la condition de possibilité de la pensée morale, c'est la vie. Donc ne pas vouloir donner la vie au nom de la morale reste quand même profondément contradictoire. Voilà, au niveau des conditions de possibilité techniques. Et je pense que le fond de l'affaire est là, c'est-à-dire que l'oubli de la démographie, c'est l'oubli de notre appartenance à l'espèce et à la communauté, donc l'individualisme. Quand tu prends en compte la démographie, c'est un petit peu, c'est vraiment un sujet passionnant parce qu'on peut vraiment synthétiser l'ensemble de l'existence humaine et l'ensemble de l'époque là-dedans. C'est exactement, et c'est pas démagogique comme exemple, je pense que ça marche, c'est exactement comme quand tu te prévois une famille nombreuse. Il y a des règles évidentes de partage, de limitation, de cohabitation, qui ne sont pas toujours simples, hein, et il y a des enfants malheureux, y compris dans des internats, etc. Mais euh, c'est ça le sens profond de la démographie. C'est le sens, un, de la communauté, deux, que tu n'es pas seul au monde, et donc trois, que ton désir doit être régulé et idéalement auto-régulé. Ce que la société des Lumières était censée permettre. C'est-à-dire la liberté, ce n'était rien d'autre que, enfin le projet en tout cas, c'était que l'autorégulation des désirs, avec les droits politiques et tout ça qui le permettent. Je pense que l'oubli de la démographie, c'est deux choses pour résumer. C'est la sortie ratée de la religion et finalement, ce que disent les philosophes depuis très longtemps, sans régulation des désirs, c'est le chaos. Bon, ben, on est dans ce chaos-là. Et malheureusement, on peut penser une société sans religion, mais pas chaotique. Bon, l'humanité est restée assez adolescente. Hein, elle n'a pas réussi elle a pas réussi à L'Occident, faire. en tout cas. L'Occident, en tout L'Occident cas. est resté assez adolescent là-dessus. Elle n'a pas réussi à avoir la maturité de l'ambition de son désir. Premier point. Et deuxième point, conséquence, enfin, cause et conséquence à la fois. L'oubli de la démographie, c'est en fait se parer de vertu pour justifier son désir sans limite, par nature égoïste et égocentrique. Voilà. C'est pour ça que je te dis que d'une certaine manière, nous n'avons plus, c'est très grave finalement, que la politique n'ait plus le sens de la démographie. C'est donc, comme disait Mao, le poisson pourri par la tête. C'est que de la tête aux pieds, on symboliquement et collectivement, y compris le chef, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, la figure du chef ou la figure de l'autorité, cautionne l'abolition de l'autorité, c'est-à-dire d'être auteur. Je rappelle qu'autorité, ça vient de augere, augmenter, et donc l'acte d'autorité, c'est à la fois s'augmenter soi-même par la régulation de soi et également donner vie. Hein. Parce qu'être auteur, c'est donner vie. Bon. Et c'est très intéressant, tout ce que tu disais à propos des courants contradictoires qui traversent les sociétés européennes et américaines. On voit très très bien que, par exemple, la grossesse, qu'elle ait été désacralisée parce qu'on est sorti de la religion du culte marial, c'est une chose, c'est la Vierge Marie, mais comment dire, on a fait de la grossesse une pure, enfin, on a une approche collective de la grossesse comme une simple question médicale, finalement.
et non plus, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas anti-grossesse, c'est simplement une technicisation de la grossesse. Quand on vit avec une femme qui est enceinte et qui s'apprête, qu'on soit père ou ami, et qu'on voit les rapports affectifs qui se nouent avant même la sortie du bébé du ventre, on se dit que c'est quand même une vision très réductrice de ce qu'est une grossesse. Voilà. D'ailleurs, même en parlant de grossesse, on parle de semaines maintenant. C'est un échéancier finalement, cette histoire. Voilà, donc voilà, je reviens sur mes 2 points. La sortie ratée de la religion et l'oubli de la démographie, c'est quand même la plus belle des hypocrisies morales, enfin des hypocrisies pour justifier son amoralité ou son immoralité. Voilà. Oui, ben non, mais je suis assez d'accord avec ça. Et c'est, comment dire, tu prolongeais un peu ce que je disais en l'illustrant de manière différente. Je pense, oui, qu'on est dans, tu as eu le mot juste, hein, dans quelque chose d'adolescent. Alors, tu n'as pas prononcé cette formule, mais je ne peux pas résister à l'envie de la citer, le jouissons sans entrave. Et quelle plus grosse entrave à la jouissance que la responsabilité d'enfant, voilà, qui, par principe, enfin bon, des parents démissionnaires, il y en a beaucoup, des parents qui sont même plus que des missionnaires, qui désertent, il y en a aussi. Mais néanmoins, la responsabilité d'être parent marque symboliquement plus que tout le passage à l'âge adulte. Et ce principe du jouissance sans entrave et le refus d'avoir des enfants symbolise en quelque chose, mais c'est très raccord avec tout l'imaginaire occidental, cet imaginaire à la fois philosophique, mais aussi publicitaire, voilà, de l'éternelle jeunesse. On le voit même dans tous ces articles de presse qui nous présentent la retraite comme une nouvelle jeunesse, comme une nouvelle adolescence quasiment, où on peut profiter de la vie. Le but ultime des sociétés occidentales, je vais parler de celle que je connais le mieux, la France, hein, semble être l'adolescence perpétuelle. Ce qui va évidemment de pair, je l'ai parlé avec cet imaginaire publicitaire, mais aussi de fait avec l'illimitation des désirs que tu as évoqués et dont je trouve, moi, l'un des plus beaux emblèmes dans l'imaginaire publicitaire. Et de facto la société de consommation. Ce qui m'amène à revenir sur ce que je disais un peu plus tôt, après que nous soyons détournés de ce si vaste sujet, c'est-à-dire cette société de consommation, donc qu'on peut établir sous le nom de American Way of Life, pose, et je le répète là, un très très sérieux problème dès lors que l'imaginaire publicitaire qui accordait la rend si tentante que tout le monde veut se l'approprier et que cela se heurte à l'expansion grandissante de la population, au fait qu'il n'est pas possible que tout le monde ait accès à ce mode de vie. On imagine, j'ai parlé de l'exemple tout à l'heure des 12 millions de smartphones, 12 millions de smartphones renouvelés tous les 2 ans, ce que je disais, bon, bah, là-dessus, les ressources naturelles ne peuvent pas tenir. Et même plus largement, si on imaginait d'un coup de baguette magique que l'humanité entière épousait le destin démographique de l'Occident. C'est-à-dire que toutes ces zones où la natalité est encore très importante et où l'accroissement démographique se fait à cadence très soutenue, tout d'un coup, boum, ça s'arrête, et ben on se retrouvait avec des populations vieillissantes partout, et donc pas assez d'actifs pour maintenir même à population stable ce besoin du mode de vie-là. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, la démographie mondiale me semble dans une impasse, tout simplement, et une impasse qui ne concerne pas seulement nous, les pays occidentaux, ni même nous, la France, mais qui concerne l'ensemble de la population. Parce que tout simplement, il n'y a pas il n'y a pas de solution à cette équation. Où bon, tout le monde s'arrête de faire des enfants, on se retrouve avec des populations qui sont toutes vieillissantes et donc plus la force de travail pour maintenir, sauf à imaginer qu'on fait bosser tout le monde à la schlag jusqu'à 85 ans dans les usines un peu partout dans le monde. Mais
ça ne semble pas forcément ni faisable ni souhaitable. Donc, plus les moyens de maintenir ce mode de vie. Et dans l'autre hypothèse, qui est que l'accroissement démographique se poursuit, mais que les populations européennes et occidentales sont les seules à décliner, on se retrouve avec une injustice chaque fois plus criante des privilèges des habitants de ces pays. Et quand je dis des habitants de ces pays, au sein même de ces pays, les inégalités se creusent. Les habitants des autres pays qui sont nombreux, qui sont jeunes et qui servent, grosso modo, de bras pour le bon fonctionnement du confort de l'américain moyen. Et je dis américain moyen comme j'aurais pu dire français moyen, italien moyen, allemand moyen. Une kyrielle d'autres pays. Donc pour moi, il y a vraiment comment dire, c'est pas très joyeux ce que je vais dire, hein, mais une crise démographique à laquelle va s'ajouter, et là-dessus, je pense que c'est un élargissement assez inévitable du débat, une, une démographie mondiale qui non seulement va aller en s'accroître, mais va aller en accélérant ses déplacements. Étant donné qu'on a parlé brièvement du climat, on sait que si les projections du GIEC d'augmentation de la température prévue vont entraîner des bouleversements qui vont rendre un certain nombre de zones non seulement beaucoup plus difficilement vivables pour les quantités de population qui y figurent actuellement, mais en plus difficilement cultivables pour nourrir une population aussi importante que la population actuelle. Donc, cette démographie importante et toujours croissante de la planète, qui est l'une des causes, mais pas la seule, mais l'une des causes de ce dérèglement environnemental, se retrouve, pour moi, à tout point de vue, à deux coups de l'échec et mat. Bon. Je suis d'accord sur ton constat sur le fait que la démographie plus American Way of Life, avec la question de la répartition juste ou injuste de cela et toutes les conséquences à la fois pour les pays pauvres, les pays riches, etc., c'est le cœur du problème. Mais essayons de prendre ce que tu disais autrement pour notre public. Aujourd'hui, tu parlais de cette adolescence des sociétés européennes comme le trait psychologique, le marqueur psychologique dominant. Tu remarqueras une chose, tous les débats sur l'euthanasie qu'on a depuis 30 ans hein, dans tous les cours d'éducation civique, donc le bien mourir, pour parler la novlangue, le bien vivre, le buen vivir sud-américain. Tout ça, c'est bien mignon. Et qui peut être raisonnablement contre l'idée de bien vivre et bien mourir? Je veux dire, personne ne veut tuer les gens par balle ou tuer les vieux par balle. Voilà. On oublie quand même une chose, d'abord, il faut vivre. Et pour vivre, je suis désolé de la médiocrité de mon expression par rapport à ta brillante analyse, mais pour vivre, il faut faire des bébés. Ça paraît con. Et dans l'échelle des représentations et des valeurs, et d'ailleurs de l'ensemble des problèmes que tu listes, c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à une évidence première à oublier. Voilà, c'est axiomatique. Voire à nier. Voire à nier. Et quand c'est nier, ça devient psychanalytique. C'est assez névrotique. Il faut faire des bébés. Je veux bien qu'on parle de bien vivre et bien mourir, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de comment on fait des bébés et dans quelles conditions on les accueille. Voilà. Alors c'est simple, c'est le papa qui met une petite graine dans le ventre de la maman. Oui, ou bientôt ce sera peut-être par drone, par pollinisation, par drone. Mais au-delà de la blague, non, sérieusement, on parle de beaucoup de choses, et c'est sûr que les EHPAD, machin, etc. Mais fondamentalement, il faudrait quand même que le principal débat public concernant la population, ce soit sa natalité. Il faut faire des bébés. Voilà. Et paradoxalement, si on veut consommer, il faut renouveler le public de consommateurs. Parce qu'on voit bien le côté autodestructeur, tu parles de tout ce qu'on a dit. Ces populations baby-boom, la plus longue dans l'histoire de France et de l'Europe, qui veut consommer à tout prix, mais qui veut plus faire de bébés, est en train de tuer la machine qui la nourrit. Parce que sans consommateur, il n'y a plus d'économie dans cette économie. Autre facteur que je voulais pointer, c'est le paradoxe de la position de la famille. Dans l'American Way of Life, etc., et puis on voit que tout ceci nourrit cette familiophobie et ce refus d'enfants, et même ce déni du fait anthropologique majeur qu'est la procréation.
En gros, la famille est perçue comme celle qui va dans le supermarché le samedi, consommer, acheter des iPhones pour tout le monde. Bref, le moteur agissant réel, concret du problème et qui n'a pas eu ces sentiments un petit peu de ras-le-bol face, non pas aux familles, mais en fait à la concentration humaine d'un supermarché le samedi après-midi, bon, en grande banlieue. C'est sûr que voilà, on se dit, là, on a l'impression, ah, mais le problème, finalement, c'est ça. C'est les enfants, c'est la famille, c'est l'American Way of Life. Et les gens ont tendance à penser de manière, je pense, assez simple, en réalité. Tu enlèves la famille, tu gardes l'American Way of Life, donc en gros, tu te comportes comme un ado, et tu as résolu le problème. Bon. Le problème, c'est que c'est une apparence trompeuse. Parce que, et on le voit, et on l'a redécouvert d'ailleurs à propos, c'est sous le quinquennat Macron, et je ne sais pas si ça t'avait frappé, mais moi, ça m'avait frappé qu'on n'en avait pas parlé depuis très longtemps. Les mères seules avec enfants et leurs problèmes de revenus. En fait, on avait oublié une chose, On a c'est parlé que… notamment au moment des Gilets jaunes. Il y avait quelques, Ouais, je me mais souviens, Ingrid Levavasseur, notamment, cette ouais, mais aide-soignante. on l'avait complètement exclu du champ médiatico-politique depuis 20 ans, cette question. Ce que je trouve intéressante, la question des pensions, du divorce. Vraiment des questions qui nous fleuraient bon, sentaient bon le film des années 90, tu vois. Donc, vraiment vieux par rapport à notre période. Mais moi, enfin vieux, dans la représentation collective, moi, ce qui me frappe, c'est que la famille est perçue comme problématique, avec en fait l'adolescent qui est derrière, qui veut le jouir sans entrave. Mais d'un autre côté, c'est la famille qui est à la fois la meilleure structure de protection dans un cadre d'inégalité sociale. Et d'autre part, et là je pense qu'on est au cœur du débat, par rapport à la société de la sobriété, choisie ou contrainte, en fonction des choix que l'on fait, qui concernera le monde entier, la meilleure manière, et ça c'est très empirique et très bête ce que je dis, mais la meilleure manière de répartir et de faire accepter une répartition un peu rationnée des services, des biens et des services, c'est la structure familiale. Pour tous ceux qui ont vécu dans des familles nombreuses, ils comprendront intimement ce que je dis. La meilleure manière d'apprendre dès le plus jeune âge et de gérer au mieux une quantité limitée de quoi que ce soit, c'est le noyau familial. Si on n'a que des sociétés d'adolescents ou d'adolescents, c'est des sociétés encore plus consommatrices que des sociétés familiales. Donc, ce que je dis, je pense, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit ou entendu, c'est que la famille n'est pas la cause du problème, mais elle est plutôt la solution possible. Parce que je n'es pas obligé de faire famille ou d'avoir une famille, hein, je n'oblige personne. Je dis simplement qu'empiriquement, ce qui gère le mieux les crises, à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan psychologique, notamment les crises de rationnement, donc les crises les plus difficiles à vivre, quand il y a moins, c'est la structure familiale. Dès qu'il y a un problème économique, dès qu'il y a un problème de nourriture, les gens se replient sur la famille. Voilà. Et dans les sociétés classiques, notamment sur la figure maternelle. Voilà, nourricière. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. C'est-à-dire que nous, on l'a dit, on l'a largement dit, on est symboliquement totalement sortis de l'imaginaire familial. Les sociétés indiennes, pakistanaises, nigérianes, non. Donc paradoxalement, peut-être qu'ils sont plus pauvres que nous, mais ils sont peut-être plus adaptés aux difficultés que nous allons connaître dans le siècle qui a déjà commencé que nous. Parce que des sociétés anomiques sont des sociétés fragiles. Nous sommes des colosses au pied d'argile. Et tu vois, c'est intéressant parce que je reviens, je tourne autour hein, de mon os médulaire. C'est même le fait de ne plus avoir la politique et la pensée collective de la démographie nous expose à ça. C'est-à-dire à cette fragilité, puisque derrière la démographie, il y a la famille. Bien sûr. Voilà. Et non, mais c'est que tu sois une famille religieuse, athée, peu importe, c'est la structure familiale. Et donc, tu vois, je trouve ça très intéressant parce que aujourd'hui, la famille est vue finalement comme, d'où un néo-malthusianisme très très fort, hein, y compris dans les courants les plus progressistes. Ne faites plus d'enfants, il faut apprendre à vivre par soi-même seul, etc. Oui, très bien. Mais quand ça commence à criser, vers qui va se replier nos adolescents? L'État. Mais l'État s'appauvrit à mesure que la population vieillit. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être une solution à l'équation que tu décrivais, c'est aussi de réapprendre des faits ou des données anthropologiques de base. Oui, bah, je suis assez d'accord avec ça. La famille est quand même alors, bon, La meilleure structure de il y a les répartition histoires de des biens. famille, les inimitiés de famille, tout ça a Oui. été, comment dire, largement brossé par la littérature et le cinéma occidental depuis, pas que d'ailleurs, hein, mais bon,
on a tous en tête des grandes sagas familiales et des grands films de famille réalisés par des auteurs occidentaux. Hein. Ça va de chants aussi divers, de Zola jusqu'à Coppola, dans des aspects différents. Mais malgré tout, par-delà de ça, la famille est, dans bien des cas, le premier tissu de solidarité. Le deuxième tissu de solidarité étant souvent le voisinage, et le troisième, le monde du travail, où l'on observe ces structures de solidarité. La famille, étant donné qu'elle fait appel à l'espace intime, reste ce premier tissu de solidarité, le premier, là où se tissent des liens théoriquement indéfectibles et valables à tous les âges de la vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour demander de l'aide à sa mère, son père, son frère, sa sœur, un cousin éloigné, et plus tard, quand on est vieux, ses enfants, quand on a besoin de porter quelque chose de lourd et que soi-même on a 85 ans. Ça me paraît un invariant certes un petit peu oublié, voire même un tout petit peu diabolisé, parce que la famille est vue comme une institution bourgeoise, patriarcale, quand ce n'est pas dit comme dangereusement réactionnaire. On se souvient tous hein, des phrases qu'on entendait quand on était à l'école et que tel camarade, enfin à l'école ou au collège, et que tel camarade de classe avait 4 frères et sœurs, et ben ceux-là, cathos comme ils sont, nanana, avec le petit sourire de commisération qu'il y avait. Bon, ça n'en reste pas moins qu'effectivement, il y a une occultation du fait familial dans toute une doxa occidentale progressiste où la famille est vécue quand même comme un élément à problème. Essentiellement, et c'est l'impensé familial, c'est ceci, c'est cela. Je pense que la place accordée à une certaine psychanalyse de bazar aussi, où la famille est source de tous les maux, a pu jouer aussi dans cet inconscient, y compris, et je dirais même surtout, chez les gens qui n'ont jamais fait de psychanalyse, mais qui ont juste eu les représentations habituelles et clichés stéréotypés qu'on peut en avoir. Donc ça, là-dessus, ça me paraît comment dire, un développement possible et du sujet. Là-dessus, et pour s'approcher de la conclusion, parce que cette émission est quand même plus proche de la fin que du début, j'aimerais souligner, comme tu l'avais un tout petit peu déjà fait, à quel point là-dessus, l'American Way of Life, qui était, tu l'as dit un petit peu vite, aussi à l'époque où il a été popularisé, reposait malgré tout sur une certaine vision de la famille, hein, parce que l'American Way of Life, il y avait la maison avec la famille dedans, parce qu'on était quand même dans quelque chose d'extrêmement marqué par un sceau de la religion qui n'était pas forcément visible dans toutes ces déclinaisons publicitaires, hollywoodiennes, tout ça, mais qui était en arrière-plan. Donc il y avait la maison, il y avait la voiture, il y avait le chien, il y avait le jardin. Vraiment, le pavillon de banlieue américaine restait marqué sous ce sceau-là. Bah, ça a eu du mal à résister à l'ultra-urbanisation et le fait que les gens soient désormais, pour beaucoup, dans les autres pays occidentaux que les États-Unis, puisque la construction des villes aux États-Unis est assez inverse par rapport à, enfin, on voyait ça en cours de géographie au lycée à l'époque, assez inverse de celle de l'Europe. Mais cette culture de la famille a eu du mal à résister en Occident. Parce que, comme tu le disais, dans les sociétés non occidentales, les choses sont très, très, très différentes, et on le voit, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est visible et c'est tangible quand on voit l'apport à la natalité fait par l'immigration non européenne dans les pays occidentaux, par excellence la France, où là, et c'est très marrant dans les représentations, là, le fait d'avoir des familles à 5-6 enfants n'est plus du tout vu comme quelque chose de réactionnaire. Par cette même doxa qui a diabolisé les familles nombreuses où les enfants allaient au catéchisme et au scout, pour schématiser un peu et grossir le trait. Donc pour moi, on est vraiment dans deux affrontements de la vision de la famille et de la vision de la démographique qui, pour moi, marque une certaine inversion
des positions de 1900, pour revenir à ce que tu disais en préambule quand tu as parlé des missionnaires qui allaient évangéliser les terres colonisées par les Européens, où, grosso modo, à l'époque, selon la projection intellectuelle que nous faisions, nous, les Français, nous, les Européens, nous étions les adultes qui nous retrouvions face à des enfants qu'il allait s'agir d'éduquer. Et donc, l'éducation, ça passait essentiellement par d'abord la conversion au christianisme, et qui ensuite allait avoir d'autres projections. Et ben là, j'ai un tout petit peu l'impression que ces sociétés non européennes, qu'elles soient africaines, indiennes ou du monde arabo-musulman, se retrouvent à nous rappeler des évidences d'adultes que nous, les Occidentaux, éternels adolescents, oublions. Ou avons oublié, ou sommes en passe d'oublier. Et donc, alors, évidemment, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas d'ados, il n'y a pas d'enfants, hein. On est tous des êtres humains, mais je vois quand même une forme d'inversion où, quelque part, ce sont ceux que nous avons pris pour des grands enfants, que nos ancêtres ont pris pour des grands enfants il y a de ça plus d'un siècle, qui aujourd'hui se rappellent à nous en nous disant, bon, on arrête les conneries, le réel, c'est ça, en fait. Juste pour préciser, quand on prenait les sociétés non européennes comme des sociétés d'enfants, c'était cette vision coloniale Bien sûr, bien dégradante. sûr, Non, non, mais bien sûr. Je pensais l'avoir exprimé clairement, non, mais non, 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 t'inquiète pas, toi, je pense pas que c'est clair, tu fais pas la promotion de ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le progrès, c'était de sortir de cette représentation pour considérer tout le monde à égalité. exactement. Et les Européens, c'est un petit peu pour terminer là-dessus, tu sais, c'était Conrad qui avait fait le fardeau de l'homme blanc, qui était une sorte de justification littéraire de la colonisation. C'était. C'est Conrad, enfin, je ne sais plus si c'est Conrad, les gens pourront vérifier par Je eux-mêmes. crois Et c'est comme si, d'une certaine manière, depuis cette époque, les sociétés européennes n'étaient pas sorties, elles, de cette mentalité un petit peu coloniale, d'une certaine manière, de cette impensée coloniale, mais qu'elles l'avaient retournée contre elles-mêmes. C'est-à-dire à ne plus considérer l'autre comme un inférieur, mais à se considérer elle-même comme une sorte d'adolescent perpétuel après avoir tenu pendant si longtemps un discours jusqu'au racisme de responsabilité abrahamique, etc. Et c'est assez marrant parce que oui, nous avons du mal collectivement à revenir à des choses simples, comme tu le disais. Et je rappelle que le vaste monde n'est pas un monde sympathique, c'est un monde de rapports de force. Et pour revenir au début, pour terminer de boucler la boucle, le reste du monde fait des enfants, pense en dollars et part en vacances d'abord en famille et investit d'abord pour sa famille, ou épargne d'abord pour sa famille. Donc il faut quand même penser tout ça parce que sinon, bon, vu le poids démographique des autres, ça ne va pas faire un pli, hein. Donc, si on pense, non, mais si on pense les relations internationales un peu comme Ah, un mais bateau tout de à fait, guerre, tout à fait, tout à fait. il faut un petit peu se muscler. Non pas pour faire la guerre, mais tout simplement parce que, comme on l'a dit, la seule manière d'être respecté quand on est une minorité, c'est peut-être de ne pas être une minorité défensive, mais une minorité offensive, sans faire la guerre. Et une minorité offensive, c'est une minorité qui montre la confiance qu'elle a en elle-même, d'abord à travers son spectre moral. Et ça commence par faire des enfants. Non, mais c'est aussi une minorité soudée, et pas une minorité soudée, sûre d'elle-même, mais aussi soudée. Et une minorité soudée, pour moi, ça ne peut pas être un agglomérat d'individus déterminés à jouir sans entrave. Eh bien, écoute, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de notre petite émission d'été, sous des chaleurs torrides. Exactement, je pense aussi, ça a été, à mon avis, assez fécond et on a balayé pas mal de sujets. C'est le dire, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je le redis à tous ceux qui nous regardent, hein, pensez à vous abonner, à montrer cette vidéo à vos amis, votre famille et vos collègues de travail si elle vous a plu, hein, on en a beaucoup des autres vidéos, donc vous pouvez les regarder également.
Et quant à moi, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très agréable fin de journée de juillet et à vous dire à bientôt. Et à bientôt à toi aussi, Gabriel. Eh bien, merci pour cette conclusion. À bientôt à tous et on vous fera la surprise d'une autre vidéo très prochainement, mais nous gardons le secret de sa date. Voilà. Le secret de Sadat, qui serait un très très beau livre sur la décolonisation de l'Égypte, bien sûr. Et oui, j'y ai pensé. Bon, allez, Au profitez bien. revoir.